Lukaku. Oh là là. La frappe maintenant. Oh, quel but de Vinicius. Ça va au fond. Ça va Cavani. Classe mondiale, s'il vous plaît. Cet homme est une machine. De Bruyne, la voilà bien. Il va pour toi. Monstrueux. C'est pour ça qu'on joue la Champions League, c'est ces matchs-là qu'on aime, qu'on veut jouer, ces matchs où il faut montrer de la personnalité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme pour lancer cette semaine de Ligue des Champions, les quarts de finale retour de la Ligue forcément, et pas mal de questions à se poser avec Thomas Châtel, avec Jonathan Lange, qui sont là en pleine forme, j'imagine. Première question, voilà, je vous dis les choses comme je le pense. Y aura-t-il une remontada ? Peu importe le club, parce que finalement, on se pose des questions aussi sur les résultats qui nous font dire qu'il y a peut-être plus trop de suspense. Moi, je ne miserais pas sur une remontada. Je crains que le Real a trop donné dans ce domaine et qu'ils ont trop tiré sur la corde. Et cette fois-ci, aller rechercher Arsenal, ça va être pratiquement impossible. Et Aston Villa, vous savez ce que j'en pense. Le PSG, je pensais qu'il pouvait être piégé. Maintenant, avec le troisième résultat, but, ça va être difficile. Ouais. Donc, en gros, c'est plié. Merci, les gars. Ouais. On ferme boutique déjà. Non, parce que je pense que s'il y a bien un endroit où la magie européenne peut opérer, c'est au Santiago Bernabéu avec le Real. Donc, sait-on jamais, on les aime ces soirées-là. Bon, on va quand même aussi s'imprégner de ce qui s'est passé la semaine dernière. Forcément, c'est vrai que le temps file et comme ça, les idées seront bien claires pour tout le monde. Ce qu'il ne fallait pas rater. Le programme, en tout cas, il est clair. Rendez-vous mardi et mercredi. On commencera donc par Aston Villa, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Barcelone. A priori, c'est parce que ce match doit se jouer qu'il aura lieu. C'est peut-être là que la remontada aura lieu. Et puis évidemment, tous les regards sont tournés sur le Real. Rendez-vous 20h15 pour ce match, peut-être le dernier match pour le tenant du titre. Ça reste à voir. Et puis Inter-Bayern, là aussi, on en parle. Le Bayern qui a partagé l'enjeu ce week-end face au Borussia Dortmund. On lance le premier chapitre. On a pas mal de choses à dire. Forcément, c'est aussi lié à l'Espagne. Et dans ces cas-là, on aura un invité avec nous. C'est Antoine Simoneau. L'immanquable. Bonjour Antoine, tout bronzé, en pleine forme, en direct de Madrid. Bonjour Mathieu. Tu vas bien ? Oui, en pleine forme, en pleine forme. On a hâte d'être à mercredi pour voir si le Real peut faire encore un nouveau miracle. Bon, un chouette t-shirt de foot là, j'ai l'impression que je distingue quelque chose. C'est un hommage à votre belle Belgique du foot. Ah, magnifique, magnifique. Bon, on reconnaît aussi quelques chevelures, Guéret, Witsel, Fellaini. Thibaut Courtois aussi dans le 11 ou pas ? Non, je pense que c'est plus Michel Prudhomme. Je t'essaie de te faire une passe par rapport évidemment au Real Madrid, en sachant que le Real a joué aussi ce week-end. Match quand même très très particulier. Tu nous recontextualises un peu le tout ? Ils se sont imposés dans la difficulté à Alaves 1-0, mais une victoire très importante pour rester en vie en Liga. Ils sont toujours à 4 points du FC Barcelone, et il y aura un Classico le 11 mai prochain qui va être certainement décisif, mais le gros point noir, c'est l'expulsion de Kylian Mbappé pour une très très vilaine semelle sur le tibia d'Alejandro Blanco, et qui lui a valu un rouge, et il devrait être au minimum suspendu pour les 2 prochains matchs de Liga, voire un peu plus. Oui, c'est un paramètre avec lequel il faudra compter d'ici les prochaines semaines, ça c'est sûr et certain. Bon, qu'est-ce que ça change, ce match-là, qu'est-ce que ça change par rapport à mercredi ? Ça change rien quand on est le Real, on doit faire le taf le week-end, on l'a fait là pour le coup ? Pour Mbappé, ça peut peut-être encore plus le motiver en fait, parce que c'est la 4e exclusion de sa carrière. Il en avait eu 3 quand il était au PSG, il n'en avait pas eu quand il était à Monaco. Et sur le côté revanchard, parce que je pense que c'est vraiment la corde que Carlo Ancelotti va tirer, il nous doit quand même autre chose que ce qu'il a montré à l'Emirates, mais comme tout le Real en fait. Ouais, Thomas, par rapport à ça ? Ça montre pour moi encore un petit peu plus la nervosité, la fébrilité qui règne à Madrid pour l'instant, et
d'où ma réflexion de ne plus trop y croire dans une énième remontada. Évidemment ils en sont toujours capables et que s'il y a une équipe qui en est capable, c'est eux. Mais il y a quand même des signes qui montrent que des joueurs ne sont plus à leur niveau et qu'Ancelotti a du mal à en retirer le meilleur ces derniers matchs en tout cas. On va en parler justement de Carlo Ancelotti. On va aussi l'entendre, souvenez-vous, c'était mardi en conférence de presse, juste après le match à Londres, et il était déjà en mode remontada. If you look at the game tonight, there is no possibility, but football is changed. I never expected, no one expected that Rice scored 2 goals on set pieces, and he scored 2 goals on set pieces tonight. So, football, everything can happen. We have to believe, we need to have trust, because sometimes, a lot of time in Bernabeu happened. J'aime bien la dernière phrase. Hein. Il joue de ça, ouais. Ouais. Et le faire tout de suite après un match comme ça, c'est fort parce que beaucoup d'entraîneurs, d'autres entraîneurs ou de joueurs seraient dans les cordes. Lui, il est déjà sur autre chose. Donc, évidemment que lui a certaines clés, mais encore une fois, je trouve que les leviers, il les a un petit peu perdus ces derniers temps. Oui, on va entendre Antoine aussi, et on prolongera la discussion avec toi, Jonathan. La perception en Espagne par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, et surtout l'avenir à court ou à moyen terme par rapport à Carlo Ancelotti. Qu'en est-il ? Alors les Madrilènes, ils croient les joueurs en premier lieu. Tout de suite après le match, ils disaient s'il y a bien une équipe capable de renverser ce genre de situation, de rendre l'impossible possible, c'est nous. Les supporters, ils étaient très abattus et assez dépités, voire honteux de la piètre prestation de leur équipe à Arsenal mardi dernier. Mais tout de suite après, pareil, on en est capable. Si on marque un but en première mi-temps, les joueurs d'Arsenal, ils vont avoir les jambes qui flagellent. Et finalement, avec le Bernabéu qui va s'embraser, on est capable de tout. On a trop connu ce genre de situation pour ne pas y croire. Et c'est vrai que ce serait un petit peu fou et prématuré de les enterrer au vu de la qualité de ces joueurs-là et des remontadas, et surtout en Coupe d'Europe qui jalonne l'histoire de ce club-là. Il y a un côté irrationnel du côté du Real Madrid, et surtout c'est une équipe qui marche à l'orgueil. C'est une équipe qui n'est peut-être jamais aussi dangereuse que quand elle est blessée, que quand on la donne déjà pour morte. Voilà, donc je pense que mercredi, on va enfin les voir courir. Et bien évidemment, pour répondre à ta question, Mathieu, Ancelotti, il joue certainement une partie de son avenir, même s'il est encore engagé en finale de Coupe du Roi. En Liga aussi, il est toujours en course. Mais c'est vrai que la C1, la Ligue des Champions, c'est ce qui conditionne souvent l'avenir des entraîneurs au Real Madrid. Même quand on est Carlo Ancelotti, Jonathan, quand on a tout gagné dans sa carrière, si on est éliminé en quart, ça peut être fatal. Fatal, je sais pas, mais c'est vrai que on s'interrogeait beaucoup depuis le début de la saison sur sa manière de faire cohabiter les 4 fantastiques devant, et c'était un constat d'échec sur le match aller. Antoine parlait des courses. Ils ont couru 13 km de moins quand même que les joueurs d'Arsenal. Et je sais que c'est quand il avait pris en main Manchester United, Eric Ten Hag, ils avaient perdu à Brentford. Et il y avait eu aussi un différentiel de 13 ou 14 km de course entre les deux équipes. Et du coup, il avait convoqué ses joueurs le lendemain en leur disant les gars, maintenant vous allez me faire un footing qui compensera la différence, pour un petit peu marquer les esprits. Ouais. C'est pas du tout du style de Carlo Ancelotti, mais c'est vrai qu'il joue gros quand même aussi, même si dans cette équipe-là, il y a quand même beaucoup de déséquilibre. Luka Modric, c'était un formidable joueur, ça reste un formidable joueur quand il a le ballon, mais quand il n'a pas le ballon et qu'on se retrouve avec Camavinga qui doit courir pour 4 et qui du coup finit par exploser sur le match aller, à prendre un rouge de frustration sur la fin et qui sera suspendu et qui va beaucoup manquer, on se rend compte que c'est compliqué aussi pour lui. Camavinga qui a marqué ce week-end, tu parlais de Brentford qui a partagé l'enjeu face à Arsenal ce week-end. Mais parlons aussi d'Arsenal, parce que c'est vrai que là on se focalise un peu de trop peut-être sur le Real, parce qu'on est habitué évidemment à ce stade-ci de la saison de parler des Madrilènes, mais il y a cette très belle équipe d'Arsenal qui mérite tout le respect, ça c'est sûr et certain, sur base de ce qu'on voit depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Oui, et puis on avait dit que ça pouvait se passer sur phase arrêtée. On ne savait pas que ça allait se passer sur ces phases arrêtées-là, plutôt mais sur corner. Cette équipe d'Arsenal maîtrise mieux quiconque ces phases arrêtées. Et elle a mis en difficulté, d'ailleurs, sur coup de coin aussi. Et Courtois fait un très gros match. Ça aussi, ça montre à quel point l'addition aurait pu être plus lourde. Maintenant, cette équipe d'Arsenal, elle a des fragilités aussi. On sait qu'elle est toujours privée de Gabriel, Havertz devant. C'est une équipe qui peut s'écrouler. Honnêtement, je pense que mentalement, elle est capable de s'écrouler, mais elle est aussi capable de briller comme on l'a vu, avec des garçons qui, devant, peuvent faire la différence. Donc,
Le Real, à mon avis, va marquer, mais pourrait probablement aussi encaisser. 11 tirs cadrés sur 12 tentatives au match aller, c'est quand même énorme. On sent qu'ils ont vraiment mis la pression sur la défense du Real et effectivement sur phase arrêtée, on sait que c'est Nicolas Jauvert qui est un petit peu l'architecte de toutes ces phases de jeu là à Arsenal, et c'est en voyant sur corner Declan Rice particulièrement bien les frapper qui s'est dit bah écoute, tu vas aussi pouvoir tirer les coups francs, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça quand même depuis le match aller, on se dit ouais il a fait 400 matchs en pro, c'est le premier coup franc qu'il met, ok, mais dans sa carrière il en avait frappé une douzaine, donc il faut aussi un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Mais c'est vrai que Arsenal a moins aussi de vécu à ce niveau-là, et ça c'est important, notamment en charnière centrale, parce que souvenez-vous de la toute première action de ce match-là, Kior se trouve complètement. Mbappé a la bonne idée de vouloir frapper des 30 mètres et ça fonctionne pas. Il y a un mauvais choix alors qu'il y a un espace qui s'ouvre derrière, et il y a quelques petits pépins quand même physiques. Jorginho était touché ce week-end, Partey était touché ce week-end, White était touché ce week-end, en plus de Gabriel qui manque en charnière centrale. Donc voilà, il y a comme ça des petits éléments qui font que le Real peut quand même encore y croire, même si Arsenal est nettement favori. Pour revenir à Ancelotti, son choix de mettre Alaba à gauche n'a pas fonctionné. Quand je disais que pour l'instant c'est difficile pour lui de trouver les ingrédients et surtout la recette, et même chose au milieu avec ce choix de Modric. Donc à mon avis il va devoir vraiment faire les choix très important, en sachant que, par exemple, ce sera sans Camavinga, que Tchouaméni, lui, reviendra. Et là aussi, c'est parce qu'on parle beaucoup de la défense, mais le milieu de terrain, pour moi, a pris complètement l'eau. Ouais, comme on le dit souvent, choisir c'est renoncer dans ces cas-là. Ce sera un conflit aussi générationnel avec les deux coachs. C'est l'occasion d'en parler avec Antoine. Quelle est la perception, justement, d'Arteta en Espagne par rapport au boulot qu'il effectue du côté d'Arsenal? On a envie de t'entendre à ce sujet-là. Alors, c'est quelqu'un qui est assez méconnu, je dirais, en Espagne, contrairement à d'autres entraîneurs comme Luis Enrique. En tout cas, il a moins d'aura, ou médiatiquement, il est moins important, parce que c'est quelqu'un qui a, même s'il a été formé au Barça, qui a à peine joué en Espagne, une demi-saison à la Real Sociedad quand il était joueur, et qui a fait aussi toute sa carrière d'entraîneur en Angleterre. Mais après, bien évidemment que son talent est reconnu, avec ce style de jeu, j'allais dire attrayant, offensif. Après, on lui colle un petit peu aussi l'étiquette de loser, un petit peu à l'image finalement de son équipe, le fait de bien jouer, de proposer du beau football, mais de pas gagner. Et en Espagne, et notamment du côté de Madrid, ce qui importe le plus, c'est de gagner et de gagner des titres. Donc il y a cette étiquette qui commence à lui coller un petit peu à la peau. Alors un peu moins depuis mardi, mais on verra aussi mercredi soir si c'est encore le cas. Mais c'est vrai que depuis qu'il a pris Arsenal, on en parle forcément un petit peu plus, mais on attend qu'il gagne ici en Espagne. C'est parfois curieux, comme ça, comme les perceptions peuvent changer. Oui. Et puis le fait qu'il soit le fils spirituel de Guardiola, ça ne doit pas l'aider du côté de Madrid. Ça, c'est vrai aussi. Une petite question sur les réseaux sociaux pour Thomas. Question sur le compte Instagram de Pix Plus Sport. Question de Jonathan. J'imagine que ce n'est pas Jonathan Lange. Sinon, non, ce n'est pas moi. Tu poseras la question directement. Info 9 en Champions League, ça marche pour Arsenal, mais pas en Angleterre, pas en Première Ligue. Pourquoi, selon toi? Ça, c'est la question de Jonathan. Et puis, il y avait une question d'Aubin aussi. Est-ce que le Real a le mental pour revenir? Deux questions, Odile. Sur la deuxième, oui, évidemment que le Real a le mental. C'est l'équipe qui a le mental pour revenir. Pour l'instant, ils sont clairement dans le dur, mais ils sont capables de se réveiller à tout moment. Une des clés pour ça, c'est de retrouver un Vinicius performant, et c'est là que j'en reviens à la gestion pour l'instant d'Ancelotti, parce que d'un côté, il a sacrifié Rodrigo pour justement mettre en avant principalement Vinicius et Mbappé, et maintenant il se rend compte que c'est peut-être Rodrigo qu'il aurait fallu laisser, et qui est le capable qui est peut-être le plus fort mentalement et capable de faire les courses défensives. Ça, c'est la première. Et sur la deuxième, par rapport au 9, par rapport au faux neuf, ça marche en Ligue des Champions, oui. Moi, je reste persuadé que ça l'empêche d'avoir un plan B, et c'est quand même pour aller au bout quelque chose pour une équipe comme Arsenal de primordial, de pouvoir retomber sur autre chose. Et là, avec Arsenal, on est souvent sur le même genre de schéma. On est dépendant de joueurs comme Trossard, comme même Merino maintenant, qui joue en neuf. Et ils ne peuvent pas toujours faire les différences parce que ce ne sont pas des joueurs de rectangle. Comment tu te positionnes par rapport à ça, Jonathan? Je suis assez d'accord, et je pense qu'avant l'ouverture du score de Declan Rice et son doublé sur phase arrêtée, on s'est tous fait la même réflexion en fait, avec ces centres brûlants de Bukayo Saka. Il y en a deux notamment en première période qui ont traversé la surface sans trouver personne à leur réception, et c'est ce qui leur manque aussi. C'est vrai que Kai Havertz, c'est pas un neuf de formation, mais il a un profil plus offensif. Gabriel Jesus, depuis qu'il est arrivé, il se distingue pas non plus par ses qualités de finisseur. Voilà, les deux sont blessés et ça devient plus compliqué aussi pour eux
heureux pour ça. Et sur le mental, je le répète, s'il y a une équipe qui est capable de le faire, c'est le Real. Ouais, et le Real aura besoin de ses stars, plus que jamais. Thomas, t'en as déjà un peu parlé. Vinicius, où est Vinicius? C'était l'une des questions qu'on avait préparées. C'est la question que je te pose. D'ailleurs, Antoine, tu as des nouvelles du Vinicius, le grand Vinicius qu'on a connu? Va-t-on enfin le retrouver? Ici, on espère, mais c'est vrai qu'il est porté disparu depuis un petit moment. Il y a une petite stat qui met cela en évidence, c'est que depuis février, il a mis que 3 buts et délivré que 3 passes décisives, c'est-à-dire sur les 2 derniers mois et demi. Donc, il est plus du tout décisif, surtout cette saison, notamment dans les grands rendez-vous. Il n'a pas été contre Arsenal, il n'a pas été contre l'Atlético de Madrid, que ce soit en Ligue des Champions ou lors de leurs affrontements nationaux. Il n'a pas été contre le Barça, contre Manchester City non plus. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est devenu beaucoup moins déterminant, qui en plus retombe je trouve, dans ses travers, c'est-à-dire à vouloir le jouer extrêmement soliste. Il l'avait un petit peu gommé, qui est moins efficace aussi, on l'a dit, face au but. Voilà, et en fait, Vinicius, on sent, et son entourage me l'a confirmé, c'est que depuis qu'il n'a pas eu le Ballon d'Or, mentalement, il est plus. Il a été vraiment psychologiquement atteint. L'arrivée d'Mbappé, ça l'a forcément aussi perturbé parce qu'il a perdu aussi le leadership qu'il avait acquis, notamment la saison dernière, où c'était vraiment la star de l'équipe. Donc tous ces éléments font qu'il est un petit peu perdu. Il y a eu aussi les offres mirobolantes de l'Arabie Saoudite qui l'ont perturbé. Donc c'est plus du tout le Vinicius de la saison dernière qui avait été vraiment brillant et excellent et qui débloquait toutes les rencontres. Donc voilà, ici à Madrid, on espère qu'on va au moins le retrouver pour ce quart de finale retour, parce que c'est vrai que sans Vinicius, le Real est un petit peu moins performant. Réponse dès mercredi. Merci Antoine. En tout cas, quoi qu'il arrive, on te retrouvera en demi, parce qu'on ne voit pas le Barça, évidemment, se faire éliminer à Dortmund. On se retrouve donc le mois prochain. Merci Antoine. Hasta luego. Ciao, ciao. C'est toujours sympa d'avoir aussi l'avis d'Antoine depuis l'Espagne. Bon, il y a d'autres chapitres à aborder. Le prochain, là aussi, c'est une belle affiche qui nous attend. C'est déjà pour demain. L'immanquable. À ce stade de la compétition, il n'y a plus que des immanquables, finalement. Donc Aston Villa, PSG, qui aurait pu être encore un peu plus immanquable si ce troisième but n'était pas tombé. Les clés de la rencontre, en sachant évidemment qu'une remontada dans l'autre sens, ça serait quand même l'exploit de la carrière d'Emery, même s'il a déjà gagné tellement. Surtout face à Luis Enrique. Ce serait quand même incroyable. Ouais, ce serait incroyable, mais c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il y a peut-être une piste à creuser pour les joueurs d'Aston Villa, c'est de déplacer le combat au niveau du physique. C'est le seul secteur de jeu où ils sont supérieurs en fait. On l'a vu quand Onana est rentré, je pense qu'il a fait énormément de bien. McGinn aussi, c'est un physique atypique, on en parlera tout à l'heure dans la belle histoire. McGinn qui a marqué ce week-end. Qui a marqué ce week-end, ouais, sur le deuxième penalty raté d'Asensio. C'est vrai que là-dessus, ils peuvent mettre de l'impact et ils peuvent nuire un petit peu au petit gabarit parisien qu'on a avec Joao Neves, avec Vitinha. Ruiz est un peu plus grand, mais voilà. S'ils transforment ça en combat avec de l'enthousiasme, potentiellement ça pourrait matcher sur un malentendu. Ça peut être ça la clé, Thomas ? Oui, après le retour de Pacho va faire du bien aussi, à ce niveau-là, du côté athlétique, au PSG. Moi, je crois que le plus dur, ça va être d'attaquer sans trop se découvrir, parce qu'avec les flèches qu'il y a devant, ça va être très dur. Qui sait si Barcola ne va pas commencer, même en utilisant les espaces là dans le dos qui se créeront automatiquement. On sait qu'Emery, c'est pas trop un adepte d'un bloc haut, donc il va jouer un petit peu contre nature. Il peut très bien utiliser le stade et ça peut s'emballer aussi, mais je le répète, avec la qualité des Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia, là aussi ça va être difficile de ne pas en prendre. Ouais, ce qui est impressionnant aussi du côté du PSG, c'est qu'en face à Aston Villa, on restait sur une série de matchs sans défaite quand même assez incroyable, 7 matchs sans défaite, et là on accélère plusieurs fois, on fait mal à des moments clés aussi. Ce troisième but, on le répète, qui fait mal. Qu'est-ce que tu as pensé de Youri Tielemans ? Moi je le trouve très intéressant depuis le début de la saison, et il était dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début. Son assist encore ce week-end est assez incroyable. L'assist qu'il donne aussi en Ligue des Champions est très fort, donc je le trouve souvent
au bon endroit, proche des 16 mètres. Et là, il a cette qualité de passe qui est assez incroyable. Donc c'est bien pour lui. Maintenant, s'il veut vraiment passer un palier, c'est dans ce genre de match qu'il doit pouvoir faire la différence et ça doit pouvoir aussi se traduire en une qualification. Ouais, et justement, parce que à l'heure actuelle, ils sont 7e. On est bien d'accord du côté de à 3 points seulement de la 3e place. C'est très proche entre Nottingham qui est 3e et le 7e. Saison de Nottingham, entre parenthèses, qui c'est Nottingham Forest en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est possible. Tielemans, quand il a des personnes à côté de lui qui courent et qui se battent pour lui, en fait, c'était le cas ce week-end. Quand on lui laisse après du temps pour ajuster une passe décisive, ça passe tout seul. Bon, comment ne pas parler de Doué quand on aime le foot, on ne peut pas rester insensible au talent de ce joueur qui a tout. Vraiment, que peut-il encore améliorer? Quand vous le voyez, on cherche un peu la petite bête là, quand on le voit à son tout jeune âge, on le rappelle, international depuis quelques semaines maintenant. Thomas, quelle est la petite faiblesse de Doué? Il a peut-être tendance parfois à surjouer, c'est un petit peu le problème de tout ce genre de joueurs qui ont des telles qualités et qui à un moment ne savent plus trop comment les utiliser. Mais je trouve que c'est rien à voir avec ce qu'on a vu chez d'autres joueurs, comme par exemple un Vinicius à ses débuts, ou même un Ronaldo. Je trouve qu'il est déjà très très mature. Ouais, je l'ai déjà dit la semaine dernière à l'occasion de sa com en général. Incroyable comment ce garçon s'exprime. Très réaliste, c'est vrai, les pieds sur terre. Donc je pense que ce sera plus encore gommer parfois les choses qu'il fait en trop et peut-être prendre en exemple un autre très jeune, plus jeune que lui, Yamal, qui lui gère aussi très très bien, enfin mieux encore que je trouve que Doué, il est encore plus loin que lui dans la gestion des moments forts, mais aussi des moments où il faut temporiser, jouer simple tout simplement, voilà, ne pas surjouer. C'est quelqu'un qui est très bien structuré aussi d'un point de vue familial. Son père était boxeur, donc en fait il y a une vraie mentalité de travail. Et son frère aîné, Guela, qui a 3 ans de plus, lui c'est plus un travailleur. Donc en fait il baigne aussi dans cette éthique-là. Il ne va pas uniquement se reposer sur son talent. Et on le voit aussi au niveau physique, parce qu'on parle beaucoup de sa technique. Mais physiquement, il est impressionnant. Il a des cuisses de rugbyman et il a un torse. Il pourrait jouer en 3e ligne en équipe de France de rugby. Franchement, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que ça, un petit peu, ça lui permet vraiment de résister aussi dans les impacts et ça lui permet vraiment de faire la différence. Et moi, ce qui me scotche avec ce joueur-là, c'est sa maîtrise de plusieurs postes déjà à son âge, en fait. Il peut jouer au milieu, il peut jouer sur les côtés et à chaque fois, il est décisif. Ce qui le différencie de tous les autres, c'est sa capacité à jouer dans les tout petits espaces. C'est pour ça qu'il a été préféré à Barcola. Et donc, ça, c'est très, très fort et ça lui permet de jouer dans différents systèmes, peut-être aussi quand ils sont moins dominants. On verra ce que ça donne. Ça sera donc pour mardi soir. On veut aussi se dégager du temps pour la séquence liée à Vincent Kompany. Vincent Kompany en difficulté, ça c'est sûr, après le match aller. Noir, jaune, rouge. La victoire de l'Inter en 2, celui de Fratesi qui fait mal, très très mal, d'autant plus que Müller venait d'égaliser dans ce contexte très particulier aussi, où on sait que Müller va mettre un terme à sa carrière, ou du moins va quitter le Bayern. On a eu l'occasion de le croiser la semaine dernière, on l'a entendu aussi à l'interview, on l'a senti quand même un peu groggy, Vincent Kompany, après ce deuxième but. C'est logique, et puis il jouait gros aussi en faisant ce choix pour Guerreiro, qui n'a pas fonctionné. Donc on a vu ce week-end qu'il était retombé finalement sur Müller, qui a été quand même décisif aussi dans ce match contre Dortmund malgré le match nul. Donc les critiques, elles sont aussi liées au fait qu'il a attendu très longtemps avant de faire ce changement-là. Vous les comprenez, ces critiques, ou pas? Oui, je peux les comprendre, parce que c'est vrai que on peut se demander parfois si en voulant chercher trop loin, on passe pas finalement à côté de ce qui est le plus basique et le plus efficace pour les joueurs. Et c'est peut-être le piège dans lequel est tombé là Vincent Kompany. Oui, il doit gérer ces moments-là. Maintenant, je le trouve encore très calme. C'est dans sa nature et je trouve qu'il a une certaine sérénité, mais ce sera très compliqué. Mais on se disait déjà à la mi-temps par rapport à Guerreiro, par rapport à Müller, on pensait qu'il allait le faire monter. Est-ce qu'un coach, lorsqu'il propose une idée assez inattendue comme celle-là, est-ce que c'est pas un peu se désavouer en disant je le fais sortir à la pause parce que ça ne marche pas? Ouais, mais après on lui dira le coaching est gagnant. C'est toujours la même histoire. C'est la fameuse histoire de la bouteille à encre. Mais c'est vrai que Guerreiro, son argumentaire était très simple, c'est que la dernière fois qu'il avait joué à ce poste-là, c'était contre Borum, il avait marqué un doublé. Ouais. C'est quelqu'un qui est éminemment polyvalent, c'est quand même un latéral gauche de formation, c'est là qui s'était révélé à l'époque à Lorient. Et après, c'était quasiment écrit que faire rentrer Thomas Müller, ça allait être un coup décisif. Mais dans ce dossier-là aussi, Vincent Kompany, il a été mis sous
sous pression par Max Eberl, parce qu'Eberl, le directeur sportif, la communication, c'était catastrophique. Sa communication était très compliquée parce qu'au départ, c'était de toute façon la prolongation de Müller, ça va être réglé en 2 coups de cuillère à peau, merci, au revoir. Et puis après, de se dire non, c'est un choix sportif, donc ça veut dire que c'est un choix aussi dont la paternité incombe à Vincent Kompany. Et au final, lui mettre ça dans les pattes, honnêtement, c'est tout sauf un cadeau. Après, moi, je trouve que le tournant du match, il n'est pas à ce moment-là. Le tournant du match, c'est quand ils font 1-1 et qu'ils perdent un peu la tête. Je trouve que c'est là qu'on voit que ça manque peut-être de maturité aussi dans le coaching, du fait de, à ce moment-là, donner un signal à ses joueurs de ne pas perdre les pédales, de ne surtout pas perdre les pédales. Et c'est sur une reconversion, finalement, que l'Inter va mettre ce but. Et ce qui est fou, c'est Mathieu le disait, Sacha Boey, quand on lui a demandé les joueurs qu'il avait à disposition quelques jours avant, en fait, il a oublié d'en parler. C'est quelqu'un qui parle ni allemand, qui parle ni anglais, qui est ultra isolé dans le vestiaire, et ça marche pas du tout. Et c'est lui le fautif sur le but. Ouais, et quelle faute, hein, vraiment impardonnable à ce niveau-là de la Ligue des Champions. Est-ce qu'une élimination pourrait le fragiliser? On a eu l'occasion de croiser Alexis Menuge la semaine dernière, qui nous disait de l'équipe donc et collaborateur aussi pour le Champions Club, qui nous disait non, si Vincent ne passe pas avec le Bayern, ce qui compte c'est le titre. Bon, il y a un point de prix ce week-end. Heureusement que Leverkusen prend aussi un petit point. Il y a toujours donc cette différence de 6 points, même si normalement on peut même dire 7 points, parce que c'est le goal average qui fait la différence. Donc fragilisé ou pas? Oui, fragilisé, mais c'est 2 contextes différents. Mais c'est un petit peu la même histoire que pour Ancelotti. Pas de titre, ça sera fini pour les deux coachs. S'ils prennent un titre, je pense que l'histoire continuera. Peut-être pour Ancelotti, c'est encore autre chose, mais lui, en effet, ils sont quand même sur quelque chose de reconstruction. Ils sentent que le vestiaire a été pris avec Vincent Kompany qui a su les tirer vers le haut. Il y a eu les re-signatures des joueurs clés. Donc je pense qu'ils ont envie de reconstruire quelque chose de stable. Et donc le titre de champion d'Allemagne suffirait. C'est un minimum syndical que d'être champion quand on est au Bayern. Déjà, ça permettra à Harry Kane d'enfin gagner quelque chose dans sa carrière, ce qui serait un petit exploit. On n'a pas parlé d'ailleurs de cette grosse occasion. Non, c'est clair. Mais c'est là aussi, on se rend compte des fois que ce garçon doit être maudit, c'est pas possible. Je pense que même s'ils se font sortir là et qu'ils sont champions, il restera en poste, mais par contre, il aura une drôle de pression pour commencer la saison. Après, du côté de Munich, on parle vraiment d'une chose, c'est du miracle de novembre 88. Ils avaient perdu 2-0 au match aller, c'était en 8e de finale de la défunte Coupe de l'UEFA. Ils avaient gagné 3-1. Après, c'était encore la fameuse règle du but à l'extérieur qui leur aurait permis de se qualifier. C'était à l'Inter. C'était à l'Inter, mais cet Inter-ci, pour aller trouver les failles, il faut aller les chercher très loin. Et je pense que le Bayern n'est pas assez mature pour leur faire mal là où 3 buts encaissés sur l'ensemble de la Ligue des Champions par l'Inter, c'est quand même assez exceptionnel. Le Bayern a mis 3 buts sur 50 tirs dans 2 matchs. Donc voilà, bon, on espère évidemment pour les supporters du Bayern un retournement de situation, même si on sait qu'il y a beaucoup aussi de Nerazzurri qui nous écoutent. On sera attentif à cela, ça sera pour mercredi, mais demain soir, il y a aussi un déplacement pas très loin de chez nous pour le Barça dans la Ruhr. Choisis ton camp. Le choisis ton camp, il va falloir sortir vos arguments, Jonathan et Thomas. Est-ce que le trio Yamal, Lewandowski, Rafinha rivalise avec la MSN de la grande époque? C'est quand même une question qui n'est pas forcément évidente et les comparaisons ne sont pas toujours raison. Mais donc voilà, je ne sais pas qui va se mouiller le premier. Je veux bien commencer. Donc, plutôt Yamal, Lewandowski, Rafinha ou plutôt MSN? Messi, Suarez, Neymar. Pourquoi? Pour 3 éléments principaux. La durée, d'abord, ils ont duré 3 saisons. L'autre trio n'en est qu'à sa première où elle performe réellement. Les chiffres, les stats, 131 buts et 65 assists. C'était leur meilleure saison pour Suarez, Neymar et Messi. Ici, ils en sont à 78 buts et 38 assists. Donc, ils sont très, très loin des standards de Messi, Suarez, Neymar. La moins bonne des 3 saisons, c'était 111 buts et 53 assists. Je répète, ils sont à 78 et 38. Donc, voilà, en termes de chiffres et stats, c'est inatteignable, tout simplement. Et puis les titres. Les prix qu'ils ont pris 9 titres en 3 saisons pour Messi, Suarez, Neymar. Ici, ils en sont à une Supercoupe d'Espagne. Peut-être 3 titres en plus en une saison. Ouais, intéressant tous ces chiffres-là aussi, d'autant plus que tu étais au match. Et j'étais souvent entendu avec Marc qui disait « Est-ce que c'est le nouveau Messi? Est-ce que c'est le nouveau Messi ?» en parlant de Lamine Yamal. Et là, c'était peut-être un peu trop tôt pour le dire. C'est beaucoup trop tôt, mais il a quelque chose en plus.
on parlait de Doué, peut-être que Yamal, c'est encore un étage au-dessus dans cette qualité qu'il a de constamment surprendre et d'être capable d'un geste dont personne ne s'attend. Donc, un autre phénomène que Messi, mais clairement un phénomène. Bon, si je comprends bien, Jonathan Lange, le trio Yamal, Lewandowski, Rafinha rivalise avec les MSN. Ouais, mais on va tout de suite évacuer le débat. On peut retourner le problème dans tous les sens. J'ai essayé, on peut l'appeler YRL, LY, voilà. Ce sera jamais aussi fluide que la MSN avec ses connexions diaboliques dont Thomas a parlé, parce qu'on avait le meilleur joueur de tous les temps, celui qui aurait pu le devenir, et au milieu un avant-centre qui était vraiment tout sauf égoïste. Et vous savez ce qui s'est passé il y a 10 ans? En fait, c'est la dernière victoire du Barça en Ligue des Champions avec la MSN qui avait tout fait exploser. Ça la Juve. Ouais, c'était 10 buts et 5 passes D pour Messi, 10 buts pour Loney et 7 buts et 3 passes D pour Suarez. Donc si vous comptez bien, ça fait 27. Et cette saison, avec moins de matchs, on a Rafinha qui a 12 buts et 7 passes D, Lewandowski a 11, Yamal à 4 et il a fait marquer 3 fois. Donc le compte est très bon. Il est aussi à 27. Alors franchement, c'est moins clinquant parce qu'on a un Brésilien dont on voulait se débarrasser. Mais avec cet avançant qui repousse le crépuscule de sa carrière et qui est un finisseur hors pair, plus un phénomène comme la Masia, finalement, elle n'en avait plus produit depuis Lionel Messi. Je pense qu'on a un trio qui fait le match cette saison et qui fera peut-être mieux à la fin. Ouais, c'est peut-être pas encore terminé, parce que cette finale, elle a lieu le 31 mai prochain, le mois d'ailleurs prochain. Je le répète, le temps file, c'est le mois de la vérité, c'est le mois d'avril, c'est aussi le temps maintenant d'une petite histoire. Jonathan. La belle histoire. Elle est liée justement à John McGinn, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, parce que forcément, nous, quand on est belge, quand on parle d'Aston Villa, on parle de Youri Tielemans et d'Amadou Onana, et moins du capitaine John McGinn, qui gagne vraiment à être connu. Alors forcément, comme son nom l'indique, McGinn, il est écossais, il vient de Glasgow, famille de foot ascendant celtique. Son grand-père Jack, il en a été le président, en plus d'être celui de la Fédé écossaise. Sa sœur jumelle Cathy, directrice d'école, c'est un peu l'exception à la règle, parce que Paul et Stephen, les deux grands frères, ils ont fait carrière. Paul à Motherwell, il y a encore. Stephen, lui, il a arrêté, alors qu'il est passé à Watford en 2010. Et à l'époque, John, il a 16 ans, il fait la route avec papa pour aller voir le frérot, un peu en mode petit frère, pot de colle, toujours fourré dans le vestiaire des pros. Et ça lui a donné des idées parce qu'il est plutôt doué. On le remarque à Saint-Mirren et forcément son premier match pro, ça ne pouvait être que contre le Celtic. Alors l'histoire, elle est belle, mais elle a bien failli tourner au drame. On est en avril 2015, Saint-Mirren vit une saison compliquée, on parle de McGinn en Angleterre, à Wigan notamment, et ça lui a fait tourner la tête. Et il y a une séance d'entraînement banale qui arrive, avec une blague encore plus banale, Scott Thompson qui se prend pour un lanceur de javelot, sauf qu'il n'a pas vu son coéquipier qui est au mauvais endroit au mauvais moment, et là le piqué d'entraînement balancé termine dans la cuisse de McGinn et s'enfonce sur 7 cm. Alors âme sensible, s'abstenir, ça saigne beaucoup et ça aurait pu être pire parce que le chirurgien lui dit c'est passé à 1 mm de votre artère fémorale, vous avez de la chance d'être en vie. Alors McGinn, il porte plainte et il s'en va loin de l'Écosse, loin de l'Angleterre, dans sa poche un billet pour les États-Unis, des entraînements en solo avec le Dynamo Houston, sauf que, allô Houston, on a un problème, on a trop d'étrangers. Impossible de le faire signer et le voilà qui revient au pays à Hibernian, qui dédommage Saint-Mirren, mais qui ne le regrettera pas. 4 années dorées avec une victoire en Cup, premier trophée en 114 ans. La montée dans l'élite et un club qu'il quitte en marquant un but contre l'Asteras Tripolis pour se qualifier en Europa League. Le Celtic, le club de papy, il pousse, mais lui, il préfère Aston Villa. Été 2018, c'est la Championship. Il marque un but qui vaut des millions, c'est celui de la Montrée contre Derby. Puis il marque encore le premier but de Villa pour le retour en Première Ligue, avec son style caractéristique. Parce que McGinn, il étonne, il détonne et Gerrard lui donne même le brassard. Alors on avait dit qu'on parlait plus de physique. McGinn, sur l'échelle de Ronaldo, il ressemble plus au Brésilien devenu dirigeant qu'à CR7. Mais les apparences sont trompeuses. Franchement, est-ce que vous pensez que j'arriverai à être aussi compétitif? Poser la question, c'est vraiment y répondre et il a de l'humour. Allez demander au consultant d'enfiler un maillot Kappa taille M. Franchement, il n'y a que à Thomas Châtel que ça va comme un gant. Alors McGinn, il est un peu comme ça. Gamin, on le surnommait quand même boulette de viande. Rapport au talent de coiffeuse un peu douteux de sa maman. Maintenant, quand Onana et Tielemans le voient, ils doivent un peu plus penser à un certain Eden Hazard. C'est pas à cause des cheveux, mais plus de son arrière-train. Parce qu'il l'a dit, personne n'a d'aussi de rose-fesses que moi. Hazard, c'était le meilleur pour les utiliser à mon époque et on dirait qu'Eden a trouvé son lointain successeur. Ouais, super, très belle histoire. Une histoire de fesses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me serais pas permis, mais on peut compter sur Thomas pour ça. Donc, voilà. Président d'honneur, entre-temps, Eden Hazard, oui. du côté de Tubize. Sympa aussi, comme cette histoire de John McGinn. Donc, allez, un petit quiz pour terminer, comme toujours, on regarde où on en est. Généralement, quand Thomas Châtel est là, il doit rattraper les bêtises d'Alex Teclac. C'est jamais facile de passer après Alex. Ça fait si longtemps que je suis plus venu, parce que c'était égalité. C'était égalité, mais la semaine dernière, il a pris un 3-0. Ok. Ouais. À 4-1 pour être précis. 4-1, oui. Enfin, 3 buts d'écart, en tout cas. Remontada. Ouais, remontada ou pas. Justement, on va parler de joueurs du Real Madrid et d'Arsenal. Donc ils ont joué à Arsenal et au Real Madrid. De mon temps, j'ai été le
joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal. J'ai gagné pas mal de trophées, mais j'ai fini par être blacklisté pour partir en Turquie, pays de mes racines, et de me reconvertir en politique. International allemand champion du monde en 2014. Kroos. Non. Barça, Real. Ozil. Bien joué. Allez, mes transferts ont fait du bruit quand je suis passé du PSG à Arsenal, puis d'Arsenal au Real, avant de revenir au PSG, puis tracer ma route en Angleterre, de passer par la Chine, la Juve et même l'Inde. Je suis un grand ami de Kalilou Fadiga. Nicolas Anelka. Voilà. Moi, je suis un Andalou qui a envoyé la sauce au CVFC avant de partir à Arsenal. 2 saisons à Londres, un prêt au Real. Mais je suis comme Alex Teclac. Moi, à Madrid, mon club, c'est l'Atlético où j'ai joué 5 ans. Un ailier rapide, gaucher, de mon prénom, José Antonio. Je lui laisse. Ça, c'est parce que tu l'as pas. Il est de mauvaise foi. Là, je l'ai pas. Reyes. Reyes. Ah ouais. Allez, on m'a comparé à Nwankwo Kanu. Question de profil et de poste. Je sais pas trop si on m'aime encore à Arsenal parce que j'ai quand même joué 4 ans après à Tottenham où j'ai débarqué après avoir été prêté au Real par Bayor. Manchester City. Ouais, bien joué. Allez, un dernier pour la route. Je suis désolé, Thomas. Mais il restera encore des Champions Club pour Oui. revenir dans le coup. Ouais, plus beaucoup. Comme Reyes, je viens d'Utrera. Comme Reyes, je suis passé au Séville. Mais moi, je suis plus Betis. C'est là où le Real m'a cherché en me prêtant 2 ans à Let's go. Arsenal avant que je revienne pour me révéler cette saison et exploser vraiment cette année. Je suis milieu du Balos. Real. C'est bon. Combien 4 Jouer au Barça, c'est mal. Manita. Non, Real. Mais c'était des jours. Ouf, Il non. est passé par le Betis. Ouais, bon, dans Non, ces cas-là, il vaut ne mieux cherche s'arrêter. Il vaut mieux s'arrêter. Par contre, on continue tout de même cette semaine de Ligue des Champions, mardi et mercredi, donc avec, on l'espère, peut-être un retournement de situation. Ça reste à voir. Quoi qu'il arrive, on sera aussi de retour dans le Champions Club. Ce sera pour la dernière semaine du mois d'avril. Il reste 3 Champions Club avant cette fameuse finale. Merci Jonathan, merci Thomas. Ciao, ciao. À bientôt et surtout bonne semaine de foot. Ciao.